plus tôt, m'avait frappé en plein visage, dégoulinant de mes cheveux, tachant ma chemise blanche sur mesure et me brûlant les yeux. Mon beau-père, Richard de Montfort, se tenait en bout de table dans sa salle à manger de Neuilly, un verre vide à la main et un mépris pur dans le regard tandis que la sœur cadette de ma femme, Clémence, riait si fort qu'elle devait s'agripper au bord de la table pour ne pas tomber. « Merci papa », a réussi à articuler Clémence entre deux hoquets de rire, peut-être que ça lui apprendra un peu le respect, ce sale porc. J'ai senti mes mains se crisper sur le fauteuil sous moi alors que toute la famille de Montfort me fixait, ma femme Aurélie restait figée à mes côtés, le visage indéchiffrable, sa mère Béatrice avait la main sur la bouche mais je ne savais pas s'il s'agissait de choc ou d'un amusement refoulé. Son frère Thibaut fixait son assiette comme s'il voulait disparaître et Richard restait là, le torse bombé, comme s'il venait d'accomplir un acte héroïque. Je me suis levé lentement alors que le silence retombait, seulement troublé par les derniers ricanements de Clémence, j'ai glissé la main dans ma poche pour sortir mon téléphone, mes doigts étaient stables malgré la rage qui coulait dans mes veines. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un nom que je n'aurais jamais pensé appeler lors d'un dîner de famille et j'ai appuyé sur la touche d'appel. « Maître Duval », ai-je dit quand la ligne a décroché, « c'est le moment, exécutez tout ce dont nous avons discuté. » J'ai raccroché et la pièce est devenue mortellement silencieuse, même Clémence avait cessé de rire, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux, ils ne savaient rien de ce que j'avais bâti, de ce que je contrôlais ou de ce que j'étais sur le point de leur arracher, mais ils allaient bientôt le découvrir. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai 42 ans et jusqu'à ce dîner du réveillon, la plupart des gens m'auraient décrit comme un homme discret et effacé travaillant dans la finance, mais ce qu'ils ignoraient c'est que la discrétion n'est pas la faiblesse et que l'effacement n'est pas l'impuissance. J'avais passé les 15 dernières années à bâtir quelque chose de plus grand que ce que la famille de Montfort pouvait concevoir et j'avais passé les 6 derniers mois à préparer ce moment précis. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment tout cela va se terminer, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait dans cette situation et cliquez sur le bouton j'aime car cette histoire va devenir absolument incroyable, croyez-moi, vous ne voulez pas rater la suite. Les de Montfort ne m'avaient jamais respecté, pas depuis le jour où j'avais épousé Aurélie il y a 8 ans, pour eux j'étais le gendre qui ne venait pas de la haute bourgeoisie, qui n'avait pas le bon pédigré et qui n'avait pas sa place dans leur monde de cercle privé et de galas de charité. Richard avait fait fortune dans l'immobilier commercial dans les années 80 en rachetant des immeubles à bas prix pour les transformer, surfant sur la vague de la rénovation urbaine parisienne, il se considérait comme un self-made man, ce qui rendait son dédain pour moi particulièrement ironique. Marc travaille dans la finance, disait-il aux invités lors des réceptions en mettant juste assez d'emphase sur le mot pour le rendre vulgaire, une sorte de truc d'investissement, je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. La vérité était que Richard comprenait parfaitement ce que je faisais, il ne supportait simplement pas que j'aie mieux réussi que lui sans son aide, je dirigeais un fonds de capital investissement spécialisé dans les actifs en difficulté, des immeubles commerciaux en faillite, des entreprises au bord du dépôt de bilan, des projets qui ne trouvaient plus de financement. Je les rachetais pour une bouchée de pain, je les restructurais et je les rendais rentables ou je les revendais avec une plus-value substantielle, mon fonds gérait plus de 300 millions d'euros et ma fortune personnelle avoisinait les 70 millions. Mais les de Montfort ignoraient tout cela, pour eux j'étais juste Marc, le type calme qui hochait poliment la tête aux histoires de Richard et ne discutait jamais ses critiques sur mes choix de carrière. Aurélie savait, bien sûr, elle avait vu les relevés bancaires et signé les déclarations d'impôts mais elle n'avait jamais corrigé les préjugés de sa famille sur ma réussite, cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Le problème a commencé petit à petit, Richard se moquait de mes costumes lors des réunions de famille en demandant si je l'avais acheté dans un grand magasin, Thibaut parlait de son cabinet d'avocat d'une manière qui sous-entendait que mon travail était moins légitime, Béatrice demandait quand nous allions enfin acheter une maison plus grande comme si notre appartement de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement n'était pas suffisant. Et Clémence était la pire de tous, elle avait épousé un gestionnaire de patrimoine nommé Amaury qui se faisait un devoir de discuter de ses bonus à chaque dîner de famille. La société d'Amaury prévoit des rendements de 30% cette année, disait Clémence en me regardant droit dans les yeux, quel genre de rendement obtient ton petit fonds, Marc? Je souriais poliment et changeais de sujet, je les laissais penser ce qu'ils voulaient car mon fonds avait affiché une moyenne de 42% de rendement sur la dernière décennie mais il était inutile de rectifier leur certitude. J'avais appris tôt dans mon mariage que les de Montfort n'étaient pas intéressés par les faits qui contredisaient leur propre récit. Aurélie était différente quand nous nous sommes rencontrés, elle travaillait comme commissaire d'exposition dans une galerie d'art contemporain, passionnée par sa carrière et déterminée à se faire un nom loin de l'influence de sa famille, j'étais tombé amoureux de son indépendance, de son esprit vif et de sa capacité à discuter de tout, de l'expressionnisme abstrait à l'économie comportementale. Mais lentement, année après année,
Elle était retournée dans l'orbite de sa famille, commençant à assister à plus d'événements de Montfort, adoptant leurs attitudes et finissant par poser sur moi le même regard qu'eux. 6 mois avant ce dîner du réveillon, quelque chose a changé, Aurélie a commencé à s'isoler pour téléphoner, à sortir pour des réunions de club de lecture qui duraient jusqu'à minuit et à aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne avec une fréquence excessive même pour ses standards. Je ne suis pas stupide, je connais les signes, alors j'ai fait ce que tout homme sensé ferait, j'ai engagé un détective privé, Luc Fontana, un ancien de la DGSI qui dirigeait maintenant son propre cabinet discret. En 2 semaines, il avait tout, photos, vidéos, relevés téléphoniques et messages. Aurélie avait une liaison avec Julien Sinclair, un propriétaire de galerie qui la courtisait depuis plus d'1 an. Ils se voyaient dans son loft du Marais 3 fois par semaine et les messages entre eux étaient explicites, détaillés et remplis de moqueries à mon égard. Marc n'en a aucune idée, disait un message, il est tellement à l'ouest avec ses feuilles Excel et sa petite vie tranquille. Un autre était plus blessant, il est exactement comme mon père le dit, un moins que rien qui joue au quelqu'un. J'étais assis dans mon bureau en lisant ces messages, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine, ce n'était pas vraiment un chagrin d'amour mais plutôt une clarté soudaine, la femme que j'avais épousée n'existait plus, si tant est qu'elle ait jamais existé. Ce qui restait était une de Montfort qui s'était mariée en dessous de son rang et qui cherchait maintenant une promotion. C'est là que j'ai commencé à planifier, l'empire immobilier de Richard de Montfort n'était pas aussi solide qu'il le paraissait, je le savais car je suivais ses actifs depuis des années, non pas par vengeance au début mais parce que c'était mon métier d'analyser le marché, d'identifier les vulnérabilités et de positionner mon fonds. Et le portefeuille de Richard était truffé de failles, il possédait 12 propriétés dans la région parisienne, principalement de vieux immeubles commerciaux achetés il y a des décennies dont 3 avaient des prêts arrivant à échéance dans l'année et vu les valorisations actuelles, il aurait du mal à les refinancer. 2 autres étaient largement vacants, perdant de l'argent chaque mois, et son joyau, la tour de Montfort à la Défense, avait un locataire majeur dont le bail expirait dans 6 mois. J'ai passé les mois suivants à placer mes pions en silence, j'ai approché le plus gros locataire de Richard via une tierce personne pour lui offrir de meilleures conditions dans un immeuble appartenant à mon fonds et ils ont accepté immédiatement. J'ai contacté les banques qui détenaient ses créances et j'ai exprimé mon intérêt pour racheter ses dettes avec une décote si Richard faisait défaut, et j'ai commencé à accumuler des informations sur chaque membre de la famille. Le cabinet de Thibault battait de l'aile, c'était un avocat médiocre qui vivait sur son nom et plusieurs de ses gros clients étaient mécontents, j'ai tout documenté. Le mari de Clémence, Amaury, n'était pas la réussite qu'elle prétendait, son fonds de gestion avait sous-performé le marché pendant 3 ans et les investisseurs commençaient à retirer leurs billes. Même Béatrice avait des secrets, elle empruntait de l'argent en secret à Richard pour nourrir une addiction au shopping de luxe qui aurait donné le vertige à n'importe qui. Quand le réveillon est arrivé, j'avais un tableau complet de la maison de cartes financières des de Montfort, il me suffisait d'un geste pour tout faire s'écrouler. Le dîner a commencé normalement, Aurélie et moi sommes arrivés au domaine des de Montfort à 18h, rejoignant Thibault et sa femme Mélissa, Clémence et Amaury, ainsi que Richard et Béatrice. La maison était décorée avec ce luxe coûteux que l'argent peut acheter mais que la classe doit cultiver, du cristal partout, des fleurs fraîches et un repas traiteur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Richard trônait en bout de table, discutant de sa dernière acquisition, un centre commercial en banlieue qu'il prétendait révolutionnaire. Thibault exagérait son rôle dans une affaire juridique pour paraître impressionnant et Clémence et Amaury parlaient de leurs vacances à Saint-Barth en s'assurant que tout le monde sache à quel point leur hôtel était exclusif. Je mangeais en silence, répondant quand on me sollicitait mais sans m'imposer, c'était mon rôle habituel de gendre médiocre. Marc, a dit Richard au milieu du plat principal, j'ai parlé à Bertrand Hendricks au club la semaine dernière, il a mentionné que ta boîte avait essayé de racheter l'une de ses propriétés. J'ai levé les yeux en disant que nous faisions beaucoup de tentatives d'acquisition et que je devais vérifier de quel dossier il s'agissait. Le complexe d'entrepôt à Gennevilliers, a précisé Richard, Bertrand dit que tu lui as offert 30% sous le prix du marché, il s'est senti insulté. J'ai souri poliment en répondant que nous offrions ce que le bien valait selon nos analyses et que si M. Hendricks pensait que cela valait plus, il était libre de trouver un autre acheteur. C'est le problème avec ta génération, a poursuivi Richard en s'échauffant, aucun respect pour les relations établies, aucune compréhension que les affaires se font sur la confiance et la réputation, pas seulement sur les chiffres d'un tableur. Je préfère laisser les chiffres parler d'eux-mêmes, ai-je répliqué. Le visage de Richard a légèrement rougi, il n'aimait pas être contredit, même poliment, les chiffres ne disent pas tout Marc, c'est ce que tu ne comprends pas, Bertrand et moi faisons des affaires depuis 30 ans et il y a une valeur dans cette relation que tes feuilles Excel ne peuvent quantifier.
J'aurais pu lui dire que Bertrand Hendrix avait 3 mois de retard sur ses traites et qu'il serait forcé de vendre dans l'année, probablement à moi pour un prix encore plus bas, mais je ne l'ai pas fait, j'ai juste hoché la tête. C'est là que Clémence est intervenue en disant que Marc ne comprenait simplement pas comment le vrai business fonctionne et qu'Amaury disait que les fonds comme le mien étaient des vautours. Amaury a semblé mal à l'aise car il n'avait jamais dit ça devant moi mais Clémence adorait lui prêter des propos pour se faire briller. Les fonds d'investissement servent une fonction importante sur le marché en apportant de la liquidité, ai-je dit calmement. Vous apportez de l'exploitation, a craché Clémence enhardie par le vin, vous achetez pas cher à des gens désespérés pour revendre avec profit, ce n'est pas du business, c'est du vol. J'ai senti la main d'Aurélie sur mon bras, un avertissement pour que je me taise, j'ai vu ce regard familier qui signifiait ne fais pas de vagues et n'embarrasse pas la famille, je me suis demandé si Julien Sinclair avait droit à ce regard ou si elle le gardait uniquement pour moi. Je pense que nous devrions changer de sujet, a dit Aurélie doucement, mais Richard n'en avait pas fini. Non, parlons-en, a-t-il dit, je veux comprendre la philosophie de Marc, explique-moi comment racheter des propriétés en détresse à des prix de braderie est autre chose que de profiter de la misère des gens. J'ai posé ma fourchette avec précaution et j'ai demandé s'il préférait que ces propriétés restent vides ou que ces entreprises fassent faillite en licenciant tout le monde car c'était l'alternative, j'achetais des actifs qui coulaient pour les rendre productifs et je sauvais des emplois. Tu crées de la valeur pour toi-même, a rétorqué Richard, ne présente pas ça comme de la charité. Je n'ai jamais dit que c'était de la charité, c'est du business, ce qui est plus honnête que de s'accrocher à des immeubles qui perdent de l'argent chaque mois simplement parce qu'on est trop fier pour admettre que le marché a changé. La pièce est devenue silencieuse, j'avais franchi une ligne en suggérant que les affaires de Richard n'étaient pas aussi florissantes qu'il le prétendait. Richard s'est levé lentement, le visage cramoisi de rage, « Comment oses-tu venir chez moi et m'insulter » a-t-il crié. Je ne t'insulte pas, je constate un fait, l'immobilier a changé et les méthodes des années 80 ne fonctionnent plus, il faut s'adapter ou être balayé. Sors de chez moi, a hurlé Richard. C'est là qu'Aurélie a fait son choix, au lieu de me défendre, elle s'est tournée vers moi avec des yeux froids et m'a dit que nous devrions peut-être partir, comme si j'étais le problème. À ce moment précis, tout s'est cristallisé dans mon esprit, je me suis levé mais je ne suis pas allé vers la porte, je me suis approché de Richard. Il a saisi son verre de vin et avant que je puisse dire un mot, il m'en a jeté le contenu au visage. Le vin rouge m'a frappé comme une gifle, froid et choquant, trempant ma chemise. Clémence a éclaté de rire immédiatement, ce rire cruel qui disait enfin quelqu'un l'a remis à sa place, et elle a prononcé ces mots qui ont scellé leur destin, « Merci papa, peut-être que ça lui apprendra le respect, ce sale porc. » J'ai senti mes mains agripper le dossier de la chaise, la rage était là, mais en dessous il y avait ce calcul froid. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'appel à Duval. C'est le moment, exécutez tout. Maître Duval était mon avocat, l'un des meilleurs en droit financier, et nous préparions ce moment depuis 3 mois. Marc, qu'est-ce qui se passe ? A demandé Aurélie avec une pointe d'incertitude dans la voix. C'est fini, ai-je dit simplement, j'en ai fini d'être traité comme un déchet par cette famille et j'en ai fini avec toi. De quoi parles-tu ? A exigé Richard. De mon avocat, je demande le divorce et Aurélie recevra les papiers demain matin, je dépose aussi une plainte civile contre toi Richard pour agression car ce vin n'était pas juste une insulte, c'est une agression filmée. J'ai montré mon écran, j'enregistrais tout depuis que je m'étais levé. Tu n'as pas le droit, a bafouillé Clémence. Si, dans ce contexte et pour prouver une agression, c'est parfaitement recevable, ai-je répondu. Thibault a essayé de calmer le jeu mais j'ai continué, Duval dépose aussi des requêtes pour geler tous les comptes joints en attendant le divorce et il lance les procédures de saisie sur 3 de tes propriétés Richard. Le visage de Richard a viré au blanc, il a hurlé que je ne possédais rien chez lui mais je lui ai appris que j'avais racheté ses créances hypothécaires aux banques il y a 3 mois et qu'il était en retard de paiement, j'exigeais le remboursement immédiat. La pièce a explosé, tout le monde parlait en même temps mais je n'avais pas fini. J'ai annoncé à Thibault que son cabinet allait perdre le compte Hendrix car j'avais racheté l'immeuble et exigé un autre conseil juridique. J'ai dit à Clémence de demander à Amaury pourquoi les investisseurs retiraient leur argent de son fonds qui avait coulé de 40% ce trimestre. Et j'ai conseillé à Béatrice de parler à Richard de l'hypothèque qu'il avait prise sur cette maison pour payer ses dettes de carte de crédit. Tu es un monstre, a chuchoté Aurélie. Non, ai-je répondu, je suis juste quelqu'un de fatigué d'être traité comme rien par des gens qui ne sont rien. Je suis parti, le vin coulant encore de mes cheveux, en leur souhaitant une bonne année. Les 72 heures suivantes furent un chaos total, Duval a travaillé plus vite que prévu, les papiers ont été signifiés à tout le monde.
Aurélie a essayé de m'appeler 16 fois le premier jour, passant de la colère aux supplications, je n'ai pas répondu. Le rapport du détective sur sa liaison a été intégré au dossier de divorce et selon la jurisprudence, son adultère et ses dépenses allaient réduire sa part à presque rien, elle ne repartirait pas avec la moitié de ma fortune, à peine 20%. L'empire de Richard a commencé à s'effondrer car la rumeur de sa fragilité financière s'est propagée et ses autres créanciers ont paniqué. Une semaine plus tard, j'ai enfin pris un appel d'Aurélie qui pleurait en disant que je détruisais sa famille. Je lui ai répondu que je les tenais simplement pour responsables de leurs actes, que son père m'avait méprisé pendant 8 ans et qu'elle m'avait trahi avec Julien Sinclair pendant 6 mois. Je lui ai dit que je savais tout pour le loft du Marais et leur moquerie sur mon dos, elle est restée silencieuse. Elle a demandé si nous pouvions essayer une thérapie mais j'ai refusé car ce n'était pas seulement à cause de Julien, c'était à cause de ce qu'elle était devenue, une femme qui laissait sa famille me traiter comme un moins que rien parce qu'au fond elle était d'accord avec eux. Le divorce a été prononcé quelques mois plus tard, Richard a perdu sa tour à la Défense que j'ai rachetée et revendue avec un profit immense. Thibault a survécu de justesse avec son cabinet mais son prestige était mort. Amaury a perdu son fonds et Clémence a divorcé de lui 6 mois plus tard quand il n'a plus pu lui offrir son train de vie. Béatrice a dû déménager dans une petite maison après que Richard a vendu le domaine pour éponger ses dettes. Aurélie est partie en Californie pour essayer de recommencer une carrière qu'elle avait abandonnée. 1 an après ce dîner, j'étais dans mon nouveau bureau surplombant Paris, mon fonds gérait 400 millions et les affaires étaient excellentes. Mon assistante m'a annoncé une visiteuse sans rendez-vous, Amandine Roche, commissaire au palais de Tokyo. Elle est entrée avec assurance, une femme d'une trentaine d'années aux yeux intelligents, elle m'a dit directement qu'elle venait demander de l'argent pour une extension du musée car elle ne voulait pas me faire perdre mon temps. J'ai aimé son approche directe et son absence de fascination pour mon argent, nous avons discuté d'art et d'urbanisme pendant 1 heure et j'ai fini par lui donner 5 millions et par l'inviter à dîner. Elle a accepté. Amandine et moi sommes ensemble depuis 1 an maintenant, elle a gardé son indépendance et son appartement, elle est avec moi parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle en a besoin. Pour le réveillon, 2 ans jour pour jour après l'incident du vin, nous avons organisé un dîner dans mon Penthouse avec Duval, Fontana et des amis du monde de l'art. À minuit, Amandine m'a pris à part sur le balcon et m'a dit qu'elle aimait le fait que je connaisse ma propre valeur sans avoir besoin de la validation des autres. J'ai réalisé alors que la famille de Montfort avait cru me donner une leçon en me traitant mal, mais qu'ils m'avaient en fait libéré. La meilleure vengeance n'était pas de les avoir ruinés, c'était de s'être construit une vie si parfaite qu'ils ne pouvaient plus l'atteindre. Richard de Montfort m'avait jeté du vin au visage en pensant me remettre à ma place, mais il m'avait en réalité ouvert la porte de ma vraie vie, et pour ça, je devrais presque le remercier.